Oui, on va commencer. Donc, Bonjour, Jean Afrique. Une question pour M. Al-Kassari ou M. Al-Fouada. Par rapport aux déclarations de M. Maïga la semaine dernière suite à ce qui s'est passé à Kidal, qui faisait une déclaration claire. Quelle est la position aujourd'hui du MNLA? On ne sait pas quelle est la position officielle du MNLA. Est-ce que M. Maïga a parlé en son nom ou est-ce qu'il a parlé au nom du MNLA? M. Maïga, jusqu'à preuve du contraire, est le vice-président du MNLA. Élu, atelier du vice-président, la teneur de la déclaration du vice-président. Bien sûr, ces déclarations aussi engagent le MNLA. Mais il n'y a aucune déclaration contradictoire à la déclaration du vice-président. Puisque tout simplement nous voyons qu'il n'y a pas la volonté politique du côté de Bamako. Malheureusement, nous sommes dans une période si cruciale que nous sommes obligés d'utiliser la force que nous avons. C'est-à-dire d'abord nous exprimer en disant nos souffrances, en disant les injustices dont nous souffrons, dont notre peuple multiethnique souffre. Et ce qui s'est passé à Kidal. Nous attendons une condamnation de la France. Nous attendons une condamnation des Nations Unies. Nous attendons même que Bamako reconnaisse que des militaires de l'armée malienne ont tiré sur des manifestants désarmés. C'est ça que nous attendons. Et tant que notre population continue de souffrir, surtout ces couches les plus fragiles, les femmes et les enfants, nous ne pouvons pas rester fidèles à un accord bafoué par un État, entre guillemets. qui d'autre souhaite Moi j'ai d'autres questions. Allez-y. Monsieur Alfonsi, vous parlez en votre nom ou au nom des Verts? Non, je parle. Dans cette... Disons que je suis membre du groupe et vous savez que ce groupe est formé de deux composantes. Une composante qui sont les écologistes, une composante qui sont les régionalistes, on va appeler ça un mot générique, où je siège avec des députés écossais, danois, basques, etc. Donc c'est l'ALE qui est à l'origine de l'action que nous menons. Maintenant, elle est partagée par d'autres élus du groupe qui sont des écologistes. Madame Francisca Brantner, qui a participé à ça avec moi, et qui a été élue très récemment au Parlement allemand, donc qui a quitté le Parlement européen il y a 2 mois pour rejoindre son nouveau poste au Bundestag. Monsieur Bisset, qui est élu des Verts français, d'Europe Écologie des Verts. Donc ce n'est pas une chasse gardée, je veux dire. C'est une démarche assez ouverte. Au sein du Parlement, disons, qu'est-ce que l'on essaye de faire? On essaye de faire entendre que les solutions, le problème de l'Azawad ne date pas de 2011 ou de 2012. C'est des problèmes qui ont des racines anciennes et que c'est le traitement politique de cette question qui peut amener à une solution durable. Alors, une solution passant par un État unitaire et centraliste malien, nous pensons que c'est tout à fait illusoire, tout à fait impossible. On a exposé, je l'ai parlé avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, que l'Europe offrait beaucoup d'exemples, d'une grande variété. On peut faire de l'autonomie, on peut faire de la confédération comme en Suisse. Il y a des situations comme les îles Féroé au Danemark, par exemple. Bon, on peut trouver beaucoup d'inspiration dans l'Union européenne sans rester enfermé dans le modèle français qui n'est sûrement pas le bon exemple. Bon, je pense que la France peut porter des messages crédibles en termes de droits de l'homme, en termes de volonté de s'impliquer sur la scène internationale, en termes d'organisation d'un territoire qui présente une périphéricité aussi marquée que les Azawad. C'est pas le meilleur exemple. Bon, pour illustrer, donc, quand je disais ça avec M. Koulibaly, il me dit oui, mais non, un État unitaire. Bon, il m'a regardé, la France est un État unitaire. Pourtant, nous, les Corses, on a quand même un statut particulier. Oui. Et elle me dit oui, mais l'Azawad n'est pas une île. Ah, oui, d'accord.
enfin, c'est quand même très périphérique quand même. Voilà. Donc on sent que là, il y a un refus d'avancer, et j'espère que l'Union européenne servira pour trouver une aspiration qui permettra d'avancer. Parce que oui, sinon la France sait faire aussi ce genre de choses. Regardez le statut qui a été voté dernièrement sur la Nouvelle-Calédonie. Vous verrez que les pouvoirs la Nouvelle-Calédonie est en train de faire des autorités administratives qui feront du pouvoir réglementaire et qu'ils pourront même voter des lois de pays. Donc la France sait faire par moment. Bon, il y a un blocage un peu sur la France métropolitaine. Mais pour les DOM, enfin les départements d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même le statut de la Nouvelle-Calédonie, c'est presque au-delà du fédéralisme déjà. Je peux. Je voulais savoir, il y avait un comité de suivi qui devait prendre la suite des accords de Ouagadougou avec des réunions notamment incluant un émissaire de Bamako. Est-ce qu'il existe encore? C'est là aussi le paradoxe de la chose, comme on dit. Il y a effectivement, selon l'accord du 18 juin, préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers de paix, un comité suivi et évaluation. Dans ce comité, il y a des officiers du MNLA, du HCIA, de l'armée malienne, des médiateurs de la France, des Nations Unies, et il est présidé par, ce comité, ce n'est pas les officiers, c'est la partie politique. Il y a la commission aussi mixte technique de sécurité, dans laquelle commission il y a bien sûr les officiers, mais le comité suivi et évaluation est présidé par M. Bert Koenders, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA. Ce comité, depuis un certain temps, n'arrive plus à travailler, n'arrive plus à se réunir, parce qu'il est confronté à la mauvaise volonté de la partie du gouvernement du Mali. Il faut le dire. Depuis quand c'est pas réuni? Et le 26 novembre, il devrait se réunir aussi. Mais la réunion n'a pas eu lieu. Les membres n'ont pas été convoqués. Le Mali a boudé. Le Mali a boudé. Il y a aussi le comité, la commission mixte technique de sécurité qui ne s'est pas réunie depuis bien longtemps. Et la dernière fois, la partie malienne a refusé d'y participer, parce qu'ils disent à condition que le MAA, le mouvement arabe de l'Azawad, et le front patriotique de résistance composé des Gandakoy et des Gandaizo, sont des milices dites de résistance, d'autodéfense, alors que ces deux organisations ne sont pas signataires de l'accord du 18 juin. Elles ont adhéré sans condition à l'accord. Donc, nous ne voyons pas pourquoi l'État fait une condition à cela. Conditionne sa participation à la participation de ces deux organisations. Et ce qu'ils proposent, ce sont des gens qui viendraient de Bamako. Et la logique dans la résolution des conflits, à ma connaissance, c'est que c'est deux belligérants qui négocient. C'est deux belligérants qui négocient. Et quand je parle de MAA, il s'agit de personnes qui sont à Bamako et qui se présentent au nom du MAA, Mouvement Arabe de l'Azawad. Parce qu'à Ouagadougou, nous avons discuté avec le MAA qui a sanctionné certains de ses membres qui restent toujours à Bamako et qui nous rejoint sur la commission des négociations que nous avons décidé de mettre en commun et la plateforme des négociations pour négocier avec Bamako. Donc par rapport à ces comités, il y a un problème, il y a un blocage, il y a un vrai blocage de ces deux organes, le comité des suivis et d'évaluation
présidée par le chef de la MINUSMA, et la commission mixte technique de sécurité, présidée par le général Kazura, qui est le chef militaire de la MINUSMA. Ce sont les deux seuls organes où vous êtes en contact direct avec des émissaires de Bamako? C'est par ces organes que nous sommes en contact avec Bamako. C'est par ces organes. Le reste, c'est de l'informel. C'est de l'informel. Le reste, c'est des gens qui sont en contact de façon informelle avec Bamako. Il y a des relations informelles avec Bamako, mais les relations officielles qui ont été mises en place après l'accord du 18 juin, ce sont les deux organes, le comité de suivi et d'évaluation et la commission mixte technique de sécurité. Et via, via ces deux organes, jusqu'aux dernières réunions qui ont pu avoir lieu, est-ce que vous aviez avancé sur certains sujets? Malheureusement, pas vraiment. Il n'y a pas eu d'avancée significative. Et c'est dommage. Encore une fois, je le dis et je le redis, nous ne voyons pas de volonté politique avérée et prouvée par des actes de la part de Bamako. Et c'est dommage. Parce que nous avons là un instrument qui nous permet d'aller au bout de la négociation, comme dit M. Moulak, pour trouver une solution politique. Et tant que cette solution politique, je le redis encore, n'est pas trouvée, tout le monde sera dans une situation inconfortable. À la fois Bamako, nous, les Azawadiens, la communauté internationale, à la tête de laquelle la France, bien sûr. Et juste par rapport à ce qu'il disait sur la décentralisation ou la centralisation ou la fédération, aujourd'hui, la situation de l'Azawad est bien plus qu'une île. La situation de l'Azawad, c'est de vie qu'il s'agit, comme dans une île. Et tant qu'il n'y a pas une solution politique qui puisse permettre d'avoir un statut juridique et politique au sein d'une fédération avec Bamako, malheureusement, il y aura toujours une situation qui est instable. Et cela sera préjudiciable à la fois pour les Azawadiens, les premiers, qui sont toujours en otage depuis 50 ans, mais aussi pour la sous-région et la communauté internationale. Justement, quelle est exactement la validité de cette réunification de plusieurs groupes, donc le NOMA, le MNA, le HCUA, quelques jours avant le début du premier tour à Ouagadougou, il y a eu donc la déclaration d'unification de plusieurs mouvements en un organe qui apparemment n'a pas encore de nom et qui semblerait, semble-t-il, ne rassemble pas tous les éléments du MNLA ni tous les éléments du HCUA et du MA. J'ai participé à cette réunion à Ouagadougou début novembre. Nous avons abouti lors de ces rencontres qui ont été précédées du côté MNLA mais aussi du côté MAA, de concertation interne. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, tous les représentants de tous les trois mouvements, Mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le MAA, Mouvement arabe de l'Azawad, et aujourd'hui, il y a une sorte de coordination entre les trois mouvements. Et il y a une plateforme a été rédigée à Ouagadougou sur laquelle nous nous sommes entendus. C'est ce document qui sera le document de base pour les négociations prochaines. Et il y a aussi la commission des négociations
qui est conjointe maintenant, que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Et il y a aussi un organe de décision, un organe de coordination des 3 mouvements. Et l'idée, c'est quoi? C'est de permettre c'est de montrer une certaine unité et force dans la prochaine étape de négociation, même si elles ont été parce qu'elles ont été bloquées depuis les derniers comités de suivi. Alors, c'est une coordination. Chaque mouvement garde son identité. Et nous parlons d'une seule voix face à Bamako. Point. Y compris avec les anciens de Ansar Eddine, H-Cellula, qui au départ, vous étiez l'année dernière séparés d'eux. Alors en 2012, en avril 2012. À l'époque d'Ansar Eddine, nous avons refusé, nous n'avons pas accepté d'avoir un accord avec eux. Et en 2013, la communauté internationale discute avec eux, et c'est plus, on peut dire même, c'est avec l'insistance de la communauté internationale et de la France en premier que nous sommes arrivés déjà en juin dernier d'aller aux négociations face à Bamako. Et nous continuons dans ce cas à être liés par l'accord de Ouagadougou, et le souhait qui a été pris en compte, c'est celui de parler d'une seule voix face à Bamako. Le reste, chaque mouvement garde sa spécificité, son identité et ses responsabilités. Juste, si Bamako ne veut pas négocier apparemment, vous avez déclaré la fin d'un cessez-le-feu, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous reprenez les armes et vous allez activement attaquer les forces maliennes, parce que là, le statu quo, c'est très mal parti. Le monde entier, c'est notre volonté de trouver une paix durable. Même notre présence ici le prouve. Au lieu d'aller sur le terrain, attaquer, comme vous dites, l'armée malienne, qui nous a toujours attaqué le premier, qui a toujours pris en otage notre peuple. Nous sommes venus ici pour lancer la sonnette d'alarme, pour dire au monde libre, à Paris, ici, que si Paris ne prend pas une décision courageuse et responsable, si Bamako ne prend pas aussi une décision courageuse et responsable, les Nations Unies aussi, malheureusement, nous risquons d'être devant une situation dommageable à tous. Le reste, quand vous dites attaquer l'armée malienne, c'est une question militaire. Et moi, je ne peux pas répondre à cette question. Non, nous sommes sur la légitime défense. L'armée malienne est venue nous trouver chez nous, dans l'Azawad. Je vais le dire, dans les sillons de l'armée française. Donc, bien sûr, quand je parle de la France, vous savez pourquoi. La France porte une responsabilité historique pour trouver une solution à ces conflits.